Bonjour, je me trouve actuellement sur le chemin de fer de la mort, une voie ferrée qui porte ce nom non pas parce qu'un train peut arriver à tout moment et me percuter, non pas non plus à cause de la chaleur étouffante qui règne ici, même si vous allez voir, ça a son importance, mais parce que cette voie ferrée a été l'une des plus coûteuses à construire dans l'histoire de l'humanité, une des plus coûteuses non pas en argent, mais en vie humaine. Je me trouve actuellement en Thaïlande pour parcourir les 400 km de cette voie ferrée et je vais vous raconter l'histoire d'un des plus grands massacres de la Seconde Guerre mondiale, un massacre qui est passé quasiment inaperçu. Je me trouve sur le lieu de l'un des plus grands massacres de la Seconde Guerre mondiale. Ici, plus de 100 000 personnes ont perdu la vie dans des conditions atroces. Cette partie de l'histoire est très peu connue, mais avant de vous en dire plus, contexte. Nous sommes dans les années 1930 et le Japon veut devenir un grand pays. Mais le Japon, c'est petit en termes de territoire et avec très peu de ressources. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas beaucoup de fer, il y a assez peu de charbon et c'est là que les Japonais ont eu une idée de génie. En dépliant simplement une carte du monde, ils ont pointé du doigt toute l'Asie en disant « ça, maintenant, c'est à nous ». Et dès 1931, boum, ça part. On commence doucement par l'invasion de la Mandchourie, dans le nord de la Chine, pour piller toutes les ressources. On tend l'oreille un peu comme ça, personne ne bouge sur la scène internationale. C'est validé, on peut continuer. En 1937, on passe la seconde en prenant une grande partie de l'Est chinois. Ça pille, ça viole, ça massacre, ça expérimente sur la population locale, mais personne ne dit rien donc. On continue. On se retrouve alors au début de la Seconde Guerre mondiale et le Japon prend à la France toute l'Indochine. Le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Il n'y a pas une grande opposition parce qu'on était littéralement en train de se faire plier en deux par les Allemands. Ils prennent aussi la Malaisie, Hong Kong, la Birmanie et Singapour aux Anglais qui eux aussi étaient occupés à se faire bombarder par les nazis. Ils prennent ensuite les Philippines aux États-Unis, l'Indonésie et Bornéo aux Hollandais et à peu près toutes les îles du Pacifique. Bref, en 2 ans, ils contrôlent, les Japonais, toute l'Asie de l'Est et le Pacifique, en poussant même jusqu'à la Nouvelle-Guinée, aux portes de l'Australie. Et la Corée et Taïwan, ils l'avaient déjà pris avant. Au milieu de tout ça, le Japon envahit également la Thaïlande. L'assaut est mémorable puisque les Japonais débarquent dans le pays le 8 décembre 1941 et la bataille va durer 5 longues heures. Oui, 5 heures, pas 5 ans. C'est probablement l'invasion la plus courte de l'histoire des invasions. Le 8 décembre, pour la petite histoire, c'est le jour où les Japonais attaquent simultanément la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong, Guam et les Philippines. Et c'est aussi le jour de l'attaque de Pearl Harbor. Donc ils ont attaqué 6 territoires en 6 heures. Inutile de vous préciser que ce record tient toujours. C'est donc dans ce contexte que le Japon décide de construire une ligne de chemin de fer qui relie Bangkok, la capitale de la Thaïlande, à la Birmanie. La Birmanie, c'était important pour les Japonais parce que c'était une ouverture vers l'Inde et aussi vers le reste de la Chine qui était leur dernier gros objectif en Asie. Mais ils avaient du mal à approvisionner leur armée là-bas ou même à rapatrier des ressources locales parce que ça demandait soit de passer par des petites routes de montagne, donc c'était pas pratique, soit de passer par la mer et de risquer de se faire couler par les sous-marins américains. C'est cette ligne de chemin de fer que l'on appelle aujourd'hui le chemin de fer de la mort. Je vous invite donc à parcourir avec moi les quelques centaines de kilomètres de cette voie ferrée et je vais vous raconter son histoire passionnante depuis son point de départ à Bandpong jusqu'aux abords de la Birmanie à Nam Tok. Nam Tok, c'est le petit village dans lequel se trouve le terminus de la voie ferrée de la mort. Alors je suis plus à l'extérieur du village, dans un hôtel un petit peu familial. Il y a une ambiance assez incroyable avec des petits oiseaux, alors pas mal de gens quand même qui passent en mobilette parce qu'il y a une petite épicerie et apparemment l'hôtel fait office de point de ralliement de toute la ville et je suis ici avec full internet et c'est très important pour moi quand je voyage d'être pleinement connecté parce que j'organise mes voyages un peu au jour le jour, je prends mes hôtels en fonction de la météo, je change beaucoup de plans et puis j'ai besoin d'informations etc sur les lieux que je visite et c'est Ubigui qui me fournit de l'internet partout où je voyage, mais vraiment dans chaque pays où je vais, j'ai un forfait Ubigui, même quand je suis au Japon et que j'habite au Japon, c'est vraiment la meilleure solution quand vous voyagez. C'est une eSIM, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'acheter de carte SIM physique, juste besoin de mettre l'appli Ubigui et après tu peux acheter du forfait extrêmement facilement partout dans le monde. En plus ils ont des tarifs qui sont compétitifs dans la plupart des régions et t'as même pas besoin d'avoir de connexion internet pour acheter un forfait internet. On pourrait croire que si parce que techniquement t'as besoin de réseau pour acheter de la data, et bien non, il n'y en a pas besoin avec Ubigui. Il m'accompagne maintenant depuis plus de 2 ans dans tous mes voyages et je vous assure que tous ceux qui utilisent ça ne peuvent plus s'en passer et tu cherches plus d'autres solutions quand tu voyages, c'est juste incroyable. Là je suis en plein milieu littéralement de la campagne thaïlandaise et j'ai de la data donc c'est vraiment très efficace. En plus je sais que vous prenez souvent un forfait pour aller au Japon et c'est là-bas qu'ils sont encore le plus efficaces et ils sont même encore plus efficaces qu'avant parce que depuis septembre leur data elle passe sur les 2 plus gros opérateurs japonais et en plus maintenant vous avez un forfait illimité que vous pouvez acheter sur l'appli. Incroyable, vraiment c'est trop bien. Je vous laisse bien sûr un lien dans la description et comme d'habitude vous avez une petite réduction qui va avec. Merci beaucoup Ubigui,
on retourne à la vidéo. On est en 1942 et le Japon veut absolument sécuriser cette voie stratégique entre la Thaïlande et la Birmanie. C'est pas facile. Le terrain, il est montagneux, il est infesté de maladies tropicales et la météo est juste infernale entre pluie diluvienne et chaleur suffocante. Bref, c'est un cauchemar. Mais les Japonais, ils ont un atout de taille, ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. Les soldats japonais décident donc de faire appel à ce qu'on appelle des travailleurs forcés. Comprenez par là des esclaves. Ce sont pour la plupart des prisonniers de guerre capturés dans toute l'Asie, environ 60 000, principalement des Britanniques, des Australiens et des Néerlandais. Rappelez-vous, le Japon vient de conquérir presque tout le continent et de façon très rapide. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre jusqu'au dernier homme, les pays ont rapidement capitulé et les soldats se sont simplement rendus. Mais malheureusement, le Japon n'avait pas ratifié la Convention de Genève qui disait de bien traiter les prisonniers de guerre. En plus de ça, l'armée impériale rafle aussi plus de 200 000 civils asiatiques qu'on appelle les Romusha, Lomusha en japonais. Ils sont originaires de Malaisie, de Java et aussi d'autres régions qui sont sous le contrôle japonais. En tout, on parle d'à peu près 300 000 personnes enrôlées de force pour construire ce chemin de fer. Et sur ces 300 000 personnes, plus de 100 000 vont mourir en l'espace de 3 ans, soit durant la construction, soit durant l'entretien de la ligne. Chaque pieu planté dans ces bouts de bois représente 500 morts. Et on peut voir en fonction des pays qui a payé le plus lourd tribut. Donc les Coréens, les Japonais, on a 500 morts, 500 Américains, 500 Chinois. Les prisonniers de guerre anglais, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. On arrive au Birman et au Malais. Et là, on se rend compte qu'il y a eu des morts. Remarquez qu'il n'y a pas de clou pour les Français parce qu'à cette époque, on était sous le régime de Vichy. Donc la France était soit neutre, soit alliée des Japonais dans la région, tout comme elle l'était en Europe avec les nazis. Les travailleurs sont entassés dans des camps qui sont rudimentaires, ils sont mal nourris, ils sont mal soignés. On les fait travailler entre 12 et 18 heures par jour, sous la pluie, sous la chaleur, dans la boue. Ils doivent creuser à la main, tailler des montagnes entières avec des outils qui sont rudimentaires. Les accidents sont donc extrêmement fréquents et la moindre égratignure qui est non traitée peut devenir une infection mortelle. En plus, après quelques mois de travail, les chaussures, par exemple, soit tombaient en lambeaux, soit pourrissaient. Donc la plupart des prisonniers travaillaient même pieds nus. C'était impossible de ne pas se blesser à un moment ou à un autre. Le paludisme, la dysenterie, la malaria et aussi le choléra déciment des dizaines de milliers de personnes et bien sûr, pas ou peu de médicaments pour eux, sans parler aussi du scorbut, qui est lié à une carence en vitamine C, aussi le beriberi, à cause du manque de vitamine B1. C'était grosso modo l'équivalent des maladies qu'on retrouvait à Auschwitz, mais la version tropicale. On remplace le typhus par la malaria, la tuberculose par le paludisme, et à la libération, la plupart des survivants pesaient environ 40 kg, voire jusqu'à 35 kg pour certains. C'était des squelettes, ils étaient à la porte de la mort tous. Les conditions de travail et de vie étaient dures, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le repos était presque impossible. Les camps étaient au mieux sommaires, au pire totalement invivables. Je me trouve dans les grottes de Krasae. Ce sont des grottes qui ont été aménagées maintenant comme un lieu de recueillement. Il y a une espèce de temple bouddhiste à l'entrée. Mais à l'époque de la construction du chemin de fer, c'est ici qu'étaient logés les prisonniers de guerre. Ceux qui ont construit le pont et tout le pan de rail qui passe sur la falaise à côté de la rivière étaient logés là, dans des conditions horribles parce qu'il fait une chaleur incroyable avec un taux d'humidité super élevé. Tu m'étonnes que les maladies, etc. étaient rampantes à l'époque. Pour construire le pont sur lequel je me trouve, il a fallu mobiliser 2000 hommes à peu près qui ont réussi l'exploit avec vraiment un équipement rudimentaire à base de cordes, ils s'agrippaient en haut de la montagne. Ils ont réussi à construire le pont en 17 jours, ce qui est incroyable, un pont totalement en bois. Sauf que il a été tellement vite et mal fait que le premier train qui est passé dessus est tombé dans la rivière avec tout ce qui transportait et tous les passagers japonais qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, le pont il a été renforcé par des rails de chemin de fer, un petit peu n'importe comment. Mais ça tient puisque nous on est passé dessus en train et on n'est pas mort. En fait on dit qu'il y a eu tellement de morts pour la construction de juste ce petit bras de chemin de fer que chaque poutre qui est posée là en travers du chemin de fer représente un mort. Donc là chaque pas que je fais, chaque tout petit pas, c'est comme si je comptabilisais un mort. Pour remettre tout ça en perspective, on a environ entre 100 000 et 112 000 personnes qui sont mortes sur ce chantier colossal. Hiroshima,
c'était un peu plus de 150 000 morts et Nagasaki, environ 100 000. Donc on est sur l'équivalent d'une bombe atomique lâchée sur une ville de taille moyenne en termes de pertes humaines. C'est colossal. L'un des pires endroits de ce chemin de fer, c'était le Hellfire Pass, un nom qui fait froid dans le dos, le col de l'enfer en français. C'est une section de la ligne où les travailleurs ont dû creuser un passage dans la roche. Mais ils l'ont creusé quasiment à main nue, à la pioche en fait, avec parfois de la dynamite, mais pas trop pour pas gâcher. Et rien que le chemin pour aller jusqu'au chantier était déjà ultra pénible et dangereux. Et le chantier lui-même, c'était juste un des plus mortels de la portion. Surtout que les Japonais voulaient que ça aille très vite. On travaillait jour et nuit à la torche dans le noir. On était en 1943 dans une période qu'on appelle la vitesse de la mort. L'armée impériale voulait tellement accélérer la construction que les prisonniers se retrouvaient à travailler jusqu'à 20 heures par jour, 7 jours sur 7, sans repos. En plus de creuser pour la voie ferrée, ils creusaient aussi des tombes. On ne connaît pas le nombre de vies qui ont été perdues sur cette portion, mais on les compte en milliers pour construire seulement 500 mètres de voie ferrée. De l'autre côté de ces montagnes là-bas, vous avez le Myanmar, à peu près à 15 km. C'est dans ce décor-là que les hommes travaillaient. Un très beau décor, hein. Je pense que la seule bonne chose qu'ils avaient, c'était une bonne vue, mais je sais pas s'ils en profitaient beaucoup. Je suis en train de marcher sur ce qu'on appelle le Hellfire Pass. C'est une route qui paraît interminable. C'est à peu près 1h30 de marche qui traverse au sens littéral la montagne, et c'était un des endroits, vous l'imaginez, qui a été l'un des plus difficiles à aménager pour la voie ferrée. C'est ici qu'il y a eu peut-être le plus de pertes humaines. C'était essentiellement des soldats anglais à cet endroit. On se rapproche de la Birmanie, derrière ces montagnes là-bas, à peu près 15 km, c'est la frontière birmane. Alors je sais jamais s'il faut dire la Birmanie ou le Myanmar, parce qu'à l'époque c'était la Birmanie, mais depuis l'indépendance du pays c'est devenu le Myanmar. Je fais attention où je marche parce que hop, c'est très rocailleux. D'ailleurs, vous remarquez qu'on m'a donné un walkie-talkie. On est sur un chemin qui a été aménagé. Alors, il y a un petit musée aussi qui a été aménagé par le gouvernement australien en mémoire de tous les soldats qui sont tombés ici. Et par mesure de sécurité, j'ai un petit talkie-walkie et on m'appelle toutes les heures pour savoir si je vais bien. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de voie ferrée, il n'y a plus de rails au sol. Il reste quelques éléments, vous voyez, comme ici, qui nous laissent à penser qu'il y avait effectivement une voie ferrée à l'époque. On est en plein milieu de la jungle, donc cette partie, cette section, vraiment à part pour l'armée japonaise, elle servait à personne. Donc après la Seconde Guerre mondiale, elle est complètement tombée dans l'oubli, jusque dans les années 80 à peu près, où là les autorités, particulièrement comme je le disais, le gouvernement australien, se sont dit bon bah, il faudrait faire quelque chose pour cet endroit parce que c'est quand même un lieu historique. Il y a énormément de gens qui ont donné leur vie ici, donc ils ont réaménagé le site. En tout cas, ils ont fait en sorte qu'on puisse marcher dessus, parce que sinon ce serait totalement recouvert de végétation. On serait vraiment, encore une fois, en plein milieu de la jungle. Pour creuser ce chemin dans la montagne, il y avait une seule solution, vu qu'il y avait très peu de matériel. Il y avait des équipes de 2 soldats, un avec un marteau, un avec le burin, un qui tenait le burin, un qui tapait sur le marteau, pour faire des trous dans les rochers, un peu comme on voit là. Je sais pas si vous voyez les petits trous là. Trous qui servaient à insérer des bâtons de dynamite et à faire sauter tout ça. Et après, pareil, avec des petites brouettes, on déblayait tout ça à la main, dans des conditions infernales, parce que là, il fait chaud et humide, c'est déjà difficile, mais il y a des témoignages de soldats qui disent qu'il a plu pendant 100 jours de suite. Donc faire ça pendant la mousson sous la pluie, souvent sans bottes, parce que les vêtements pourrissaient, c'était l'enfer, hein. C'est pour ça que les gens mouraient. C'est fou parce que je marche depuis quoi, 1 heure à peine. Je vois que c'est pas une marche facile. Moi, je suis dans le confort, j'ai des baskets, j'ai de l'eau, le chemin il a été aménagé sur certains endroits, donc ça va, c'est une rando. Mais ceux qui faisaient ça à l'époque, que ce soit les prisonniers de guerre ou ceux qui avaient été réduits en esclavage, ils avaient le matériel à porter, ils avaient souvent pas de chaussures, ils étaient littéralement à poil, hein, les mecs. Ils avaient mangé un bol de riz salé avec peut-être un peu de poisson tout sec le matin s'ils avaient de la chance. Et je me dis, wow, le travail était difficile, mais rien que le chemin pour aller sur le lieu de travail, il devait en tuer des gens parce que s'écorcher les pieds sur des rochers, ça devait aller vite et puis après ça s'infecte, etc. Donc ouais, les conditions étaient vraiment atroces et plus je marche sur ce genre de chemin, plus je me rends compte que effectivement c'était l'enfer. Et pour info, même dans la jungle, je me guide encore avec Ubigi, on a quand même de la 3G ici. C'est pas mal. Petite anecdote rapide, ici aussi il y a un pont qui s'est effondré 3 fois après sa construction. Normal, encore une fois, hein, des ouvriers pas qualifiés, sans matériel. La construction du chemin de fer de la mort dure environ 16 mois. C'est extrêmement rapide et en octobre 1943, le premier train passe sur la ligne. Les Japonais, pourtant, n'ont pas le temps de se réjouir. Les bombardements intensifs des Américains et aussi la reprise progressive du contrôle de l'Asie par les Alliés rendent la ligne presque inutile. C'est en fait une course entre on la détruit, on la reconstruit. On la détruit, on la reconstruit et ça va durer jusqu'à la fin de la guerre. Évidemment, les Alliés font tout pour ralentir l'expansion des Japonais, mais les premiers qui trinquent, ce sont malheureusement, encore une fois, les travailleurs forcés qui doivent remettre en état la voie dans des conditions
encore plus dangereuse puisque maintenant il faut aussi éviter les bombes qui tombent du ciel. Et ça va durer 2 ans. L'endroit qui illustre le mieux cette période, c'est le célèbre pont de la rivière Kwai. Le lieu avait inspiré un roman, puis un film qui a reçu 7 Oscars. Je me trouve actuellement sur le fameux pont de la rivière Kwai. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce nom parce que c'est un roman et un film célèbre. Petit fun fact, le pont de la rivière Kwai passe sur une rivière qui ne s'appelle pas la rivière Kwai, enfin si, qui s'appelle la rivière Kwai, mais qui a été renommée la rivière Kwai après la sortie du film. À la base, c'était pas la rivière Kwai. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment superbe. Alak shitsuman. Koko ga hashi ga maru jian. Koko ga marukunai. Desho? どうして？爆弾が落とされたから。爆弾どこに落とされた？ここら辺？ここね。ここ。Alors contrairement à ce qui est raconté dans le roman et dans le film, qui par définition est un roman, c'est une fiction, quand même basée sur des faits réels, l'histoire du pont qui a été détruit par les soldats, etc., ça n'est pas vrai, mais il a quand même été détruit à la fin de la guerre et il était inexploitable. Et en fait, ce qui explique son architecture bizarre, à moitié ronde, à moitié carrée, c'est que le centre du pont, qui est carré, a été refait par les Japonais après la guerre, en guise d'excuses, on va dire. Donc c'est ça qui explique ces deux formes d'architecture différentes. Et là je passe sur une section qui est blanche, qui sont en train de peindre en blanc. Je ne sais pas pourquoi, ça sent la peinture fraîche. J'espère qu'ils vont pas le faire tout blanc parce que c'est dramatique. À la base, le pont de la rivière Kwai était en bois et il se faisait tellement bombarder par les alliés, les Anglais, les Américains, que l'Empire japonais s'est dit bah, on va le faire en métal finalement. Et le métal qui est là n'a pas été fait spécialement pour ce pont. Il a été en grande partie rapatrié d'autres pays, principalement d'Indonésie. Il a été pris depuis un autre pont qui apparemment n'était plus en utilisation. Parce que les Japonais avaient un gros problème, ils faisaient face à un gros défi pour leurs infrastructures parce qu'ils avaient pour ambition de prendre toute l'Asie, mais c'est pas si facile de construire des chemins de fer, des bâtiments, des avant-postes dans tous les pays comme ça sur des milliers et des milliers de kilomètres. Donc ils galéraient un petit peu effectivement à trouver de l'acier, surtout qu'il y avait des blocus des alliés. On pouvait pas faire du commerce international aussi facilement pendant la guerre, surtout le Japon. Donc ils faisaient preuve d'ingéniosité, ils recyclaient en fait des infrastructures qui ne servaient plus dans les pays qu'ils avaient conquis précédemment. Donc là ils venaient de conquérir l'Indonésie. Ils ont pris non seulement les soldats néerlandais, parce que l'Indonésie avant c'était néerlandais, ils ont pris les soldats néerlandais pour construire le chemin de fer, mais aussi les ressources qu'ils ont pu en chemin, et c'est comme ça qu'ils ont construit ce pont et une partie de la voie ferrée. C'est gratuit, je ne l'ai pas précisé, de visiter ce pont, mais si vous avez quelques euros à dépenser, il y a plusieurs musées dans la ville où vous avez l'histoire de ce pont et de la voie ferrée en général, et je pense qu'ils valent vraiment le coup de les visiter. Vous voyez les parties un peu rondes, là ça c'est le pont d'origine, et là-bas avec les angles droits, c'est ce qui a été refait par les Japonais après la guerre. Les rails de ce pont sont encore utilisés de nos jours, mais alors pas par un train de marchandises ou un train qui relie deux villes, mais par un petit train touristique qui passe, je sais pas, 1 ou 2 fois par jour, et dès qu'il passe, on peut se mettre sur les côtés grâce aux plateformes qui sont prévues pour. Voilà, alors comme je le disais à l'instant, ce pont sert toujours actuellement au transport de marchandises. Après la guerre, les prisonniers survivants sont libérés. Une centaine de Japonais sont jugés, condamnés pour la plupart à la prison à vie ou à la peine de mort par pendaison. Le chemin de fer de la mort, devenu inutile et démantelé en grande partie, aujourd'hui il ne reste qu'une petite section encore en activité, utilisé par des trains locaux. C'est devenu un lieu de mémoire avec quelques lieux historiques, des musées et des cimetières. C'est malheureusement là que se finissent la plupart des histoires de guerre. Je suis en train de parcourir les allées du cimetière de Kanchanaburi. C'est un cimetière de guerre qui accueille, je crois, 7000 victimes à peu près, 7000 personnes qui sont décédées lors de la construction du chemin de fer. Il y a principalement ici des Anglais, des Néerlandais et aussi des Australiens. Les Américains ont pour la plupart été rapatriés aux États-Unis. Ça fait beaucoup de tombes. Ce qui est assez troublant, c'est de voir l'âge des personnes qui sont enterrées ici. Si je vous lis rapidement, 24 ans, 18 ans, 27 ans, 24 ans, 27 ans. C'est que des jeunes, au mieux j'ai envie de dire dans la trentaine, mais c'est quasiment que des gens dans la vingtaine qui sont décédés. Et ça fait quelque chose de voir tous ces noms réunis. Alors pour information, un cimetière de guerre, c'est pas les Japonais qui ont enterré les morts durant la construction. Ce que faisait l'armée impériale, au contraire, c'est qu'ils faisaient des tombes très sommaires aux abords de la voie ferrée. Ils enterraient les gens un peu partout. Alors des fois, il y avait des espèces de vrais cimetières, des fois c'était juste des tombes comme ça. Et après la guerre, il y a tout un effort qui est fait par un service spécial pour retrouver tous les corps qui ont été enterrés et pour les ramener dans des cimetières comme celui-ci. Il y a 3 cimetières consacrés
aux victimes du chemin de fer, en tout cas des victimes qui étaient des anciens prisonniers de guerre, qui ne représentent qu'une fraction, je crois à peu près 15% seulement des gens qui sont morts pour faire cette voie ferrée, mais il y a 3 endroits comme ça, 2 en Thaïlande et 1 en Birmanie, et je pense que celui-là est le plus grand, avec, comme je disais tout à l'heure, à peu près 7000 tombes, sachant qu'à un endroit il y a 600 corps qui sont au même endroit, qui ont été brûlés parce qu'ils avaient le choléra, je crois. Certaines des personnes aussi ici n'ont pas été identifiées. Alors la majorité des personnes ont quand même un nom, mais je crois qu'il y a à peu près une centaine de personnes, une centaine de soldats qui n'ont pas été identifiés, ce qui n'est pas très étonnant. On imagine déjà l'effort monumental qu'il faut pour réunir tous les corps au même endroit. En plus, après les identifier parfois des années plus tard, c'est titanesque. Mais c'est bien que ce genre d'endroit existe, parce que c'est comme ça qu'on se rend vraiment compte que une pierre tombale, c'est une personne, et il y a énormément de pierres tombales. C'est aussi pour ça que j'aime bien vous raconter des histoires que quand je suis capable d'aller sur le terrain, parce que c'est pas pareil. La charge émotionnelle, le ressenti, voilà, c'est faire une vidéo chez soi et vraiment, entre guillemets, aller sur le terrain, c'est 2 choses radicalement différentes. W. Johnson, il est mort pour que nous puissions vivre. God, gone, but not forgotten. Il est parti, mais il n'est pas oublié. Les épitaphes sont aussi assez émouvantes, et il y en a presque sur toutes les tombes, enfin toutes les tombes qui portent un nom en tout cas. Il est très très bien entretenu ce cimetière, je suis étonné. 414,2 km de voies et 688 ponts construits. 150 000 tonnes de métal acheminées dans la jungle et la montagne, des dizaines de kilomètres carrés de forêt défrichée. Même avec tout l'équipement moderne et le savoir-faire qu'on a aujourd'hui, on pourrait difficilement réaliser ce gigantesque chantier en 16 mois. Et ça a été fait à la main. J'aime beaucoup découvrir ces lieux avec un passé historique fort mais assez peu connu. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Ubigui qui m'accompagne dans tous mes voyages, et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez un lien en description si vous cherchez une solution efficace et pas chère pour avoir de la data partout dans le monde. Je vous dis à très bientôt. Des bisous.